Mercredi 2 février 2022, bienvenue à cette nouvelle édition du Balado du Centre-Ville, épisode numéro 78. Enfin, le mois de février arrive, messieurs, après un mois de janvier qui a semblé durer à peu près 1542 jours. Enfin, on est rendu au mois de février. Alexandre Tourigny avec Mathieu Gélivet et Max Boudreau. Merci beaucoup, messieurs, de nous accompagner aujourd'hui au Balado du Centre-Ville pour notamment parler des Raptors de Toronto. Qui l'a cru, les Raptors de Toronto qui traversent encore une fois une très bonne séquence. Ce fut le cas à la fin du mois de décembre. Encore une fois, match en troisième prolongation contre le Heat de Miami. On est allé battre les Hawks, oui, sans Trae Young, mais par la suite, victoire d'hier à Toronto contre le Heat de Miami. Et je rentre dans le sujet tout de suite, messieurs. Gary Trent Jr., on est à quelques jours seulement, à une semaine en fait, de la date butoir des transactions, à Ouais. 8 jours. L'année dernière, les Raptors de Toronto sont allés chercher Gary Trent Jr. Norman Powell a donc quitté. On se disait, bon, quel point c'est une bonne transaction. On sait que Gary Trent, c'est un bon shooter, mais là, défensivement, il est impressionnant. Et au cours des 5 derniers matchs, Mathieu, je veux t'entendre tout d'abord là-dessus. Il a été phénoménal pour les Raptors. Je comprends que c'est un échantillon de 5 matchs, mais si Gary Trent Jr. peut jouer à ce niveau-là, match après match, année après année, c'est toute une transaction pour Masai Ujiri. Ah, 100% Alex. Écoute, on l'avait entendu, on l'avait vu à l'œuvre à son arrivée à Tampa l'année passée, après la transaction. Les gens étaient tristes de voir partir Powell, membre important de l'édition qui avait remporté le championnat. Mais clairement, c'était une bonne décision des Raptors sur le coup. On rajeunissait un joueur qui jouait à peu près à la même Ouais. position, peut-être un peu meilleur franc-tireur. On n'était pas trop sûr défensivement ce qu'il pouvait donner. On savait qu'il était agent libre avec restriction. Donc, on avait hâte de voir la valeur de son prochain contrat, qui a été finalement très semblable à celle que Powell a signée comme extension à Portland. Mais finalement, avec maintenant un peu de recul, on se rend compte à quel point ça a été un des bons coups de Masai Ujiri et Bobby Webster dans les 2 dernières années, je dirais, là. Parce qu'on s'est rajeuni et on s'est amélioré à cette position-là. Powell n'est pas mauvais. Powell donne à Portland pas mal ce que les gens pensaient qu'il allait donner aux Blazers, là, un 20 points par match, dynamique, complémentaire à Lillard et McCollum, OK? Mais Trent est meilleur que lui, là. Et il est un peu plus jeune. Et il est meilleur de l'extérieur. Et là, il s'est amélioré beaucoup défensivement. Et on voit qu'il a des couilles, là, si vous me permettez l'expression. Il n'a pas peur de prendre des gros tirs à la fin. J'aimerais ça qu'on lui en donne quelques opportunités additionnelles parce que Van Vliet et Siakam sur les tirs de fin de match, ça n'a pas été nécessairement concluant. Mais moi, je suis extrêmement impressionné de ce que je vois depuis son retour au jeu. C'est des matchs de 30 points, au moins 5 3 points réussis par match. C'est une séquence presque historique en ce moment, là. Donc, j'adore. Ouais. Gary Trent s'est solidifié dans le noyau de cette équipe, à mes yeux, il n'y a aucun doute. Max, premier joueur depuis DeMar DeRozan avec 5 matchs consécutifs de 30 points ou plus pour Gary Trent Jr. Et pour vous donner une idée, là, lors des 5 derniers matchs, Gary Trent Jr. est le 6e meilleur pointeur de la NBA à 32,2 points. Derrière, Embiid, Morant, Booker, Tatum et LeBron James. Il est devant Giannis, devant Kyrie. Ce qu'il est en train de donner aux Raptors de Toronto, là, c'est... Max, je ne sais pas si tu vas être en accord avec moi, mais la séquence actuelle, ce que Gary Trent Jr. te donne, peut-être qu'à 8 jours de la date butoir des transactions, à la place de dire on va peut-être finir, je sais pas, 9, 10, 11, 12, ça va pas très bien. Avec l'émergence de Gary Trent, là, j'ai l'impression que peut-être que dans la tête des Raptors, on va devenir acheteur, peut-être un peu plus qu'avant, parce que là, soudainement, tu as Van Vliet, tu as Siakam, tu as Anunoby qui va bien, tu as Gary Trent, tu as Barnes qui est revenu au jeu, et l'équipe gagne présentement, Max. Oui, mais écoute, moi je pense que on saute un peu trop vite sur le bandwagon de Gary Trent. Là, je pense qu'il est en train de se magasiner un joueur de la semaine dans l'Est. Mais tu sais, il y a un mois, on parlait pas de lui, on parlait de Van Vliet. Puis là, on parle un peu moins de Van Vliet, puis on parle de Trent. Fait que, Ouais, de ce côté-là, c'est parfait. Il est dans une belle séquence. C'est une excellente bonne nouvelle parce que tu peux pas tout mettre le poids de l'organisation sur Fred Van Vliet. Mais moi, la seule crainte que j'ai, c'est qu'on ne peut pas tout mettre aussi le poids de l'organisation sur Gary Trent Jr. Tu as besoin d'une certaine balance. Et là, le problème qu'on a avec les Raptors,
c'est que tu as 3 joueurs qui, puis même je te dirais 4 avec Scotty Barnes, qui jouent beaucoup, beaucoup de minutes. Oui, tu sais, c'est pas l'équipe la plus vieille, c'est pas les Lakers, mais tu as besoin de profondeur. Là, tu es dans une position que tu l'étais peut-être pas v'là un mois. En ce moment, on est 8e. Mais l'Est est tellement serré que tu pars sur une léthargie, 3-4 défaites, tu te retrouves 10e. Si tu gagnes 3-4 matchs de suite, là, tu te retrouves 4e, 5e ou même 3e, là, je regardais. Puis tu as le top 5 à 1,5 matchs de différence. Là, donc, c'est excessivement serré. Mais c'est difficile. On est à 8 jours, comme tu dis. On est-tu acheteur, on est-tu vendeur? Je pense que les Raptors, si on regarde dans la liste au complet, les 2 noms qui sautent aux yeux, qui sont peut-être susceptibles à être échangés, c'est Dragic, qui est même pas avec l'équipe en ce moment, là, qui est out pour des raisons personnelles, mais il va au match du Heat. En tout cas, ça, c'est un autre point. Puis t'as Chris Boucher aussi, qui est dans sa dernière année de contrat. Pour l'instant, on en parlait avant de commencer, je suis un peu status quo avec les Raptors. Je dis, moi, je garderais, personnellement, je garderais le noyau qu'on a. Le seul problème, c'est côté profondeur. Puis ils savent un peu, là, ils étaient là dans les séries il n'y a pas longtemps. Les séries, c'est exigeant, c'est taxant. Tu as besoin d'une deuxième unité qui vient te donner un boost lorsque ton starting five va pas bien ce soir-là. Ouais. Mais en même temps, pour avoir quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Puis qu'est-ce que les Raptors ont en donné ou qu'est-ce qui est dans la vitrine en ce moment, ben c'est peut-être pas les choses les plus attrayantes. Mais moi, je pense que pour l'instant, on surfe sur cette vague-là, puis on continue. Mais je pense pas je pense que c'est statu quo, honnêtement. J'aimerais ça renchérir là-dessus parce que Max apporte un point que je voulais apporter aussi. C'est que l'affaire qui m'achale en ce moment, la seule affaire, c'est que Nick Nurse traite ça comme un sprint de fin de saison et non pas comme un marathon. Je peux faire de la pop psychologie, là, permettez-moi de le faire parce que c'est le fun, ça sert à ça des balados. Nick Nurse, l'année passée, ça a été vraiment désagréable pour lui en tant qu'entraîneur. Parce qu'en cours de saison, avec la COVID, avec le fait qu'on était la seule équipe de la NBA qui n'était pas dans son vrai domicile, avec les blessures, on s'est mis à perdre au point où c'était rendu clair que la meilleure décision pour l'organisation, c'était on arrête de gagner. Là. Tu peux donner du temps de jeu à qui tu veux, tu peux coacher comme tu veux, mais rendu en fin de match, là, on ne veut plus que tu gagnes. Okay? Je vous garantis qu'il y a une discussion comme ça avec Jerry, Webster et Nick Nurse dans une pièce à Tampa en cours de saison l'an passé. Nick Nurse est un des entraîneurs-chefs les plus respectés, les mieux payés de la NBA. Ça a dû être l'enfer pour lui d'avoir à accepter de perdre autant. Okay? Et là, tu finis la saison, tu veux le meilleur choix de repêchage possible, tu montes à la loterie, tu repêches Scotty Barnes, tu te fais dire, OK, on retourne à Toronto pour la prochaine saison. Là, tu es gonflé à bloc, tu aimes ton noyau avec les gars, les longs bras, les joueurs défensifs, la polyvalence. Là, tu te dis, regardez-moi bien, là, cette année, on va gagner. Mais je pense pas que tu peux le traiter comme ça tout de suite. Il a fait jouer tellement de minutes à Van Vliet en début de saison que Van Vliet était encore une fois le gars de la NBA qui jouait le plus de minutes. Il n'utilise plus Malachi Flynn ou Delano Banton comme deuxième meneur de jeu pendant une période de quelques semaines. Van Vliet a mal au genou. Ça, c'est pas bon signe, là, Nick Nurse, OK? Tu l'as tellement utilisé qu'il a besoin de se reposer, rater quelques matchs. Puis le premier match où il décide, OK, il est correct, il peut revenir, il joue 50 minutes et plus en 3 prolongations. On comprend, là, que dans un match épique, en 3 prolongations à Miami, c'est parfait, tu vas essayer de gagner. Mais tu n'aides pas la cause de Fred VanVleet et donc, par défaut, tu n'aimes pas la cause à long terme de ton équipe. Fait que moi, c'est ça qui m'achale, c'est de dire, regarde, oui, tu veux gagner, Nick, mais essaye de continuer à développer ton banc, comme Max dit, parce que tu as encore 30 matchs à ta saison, puis tu es encore en course pour les séries. Puis si tu perds VanVleet pour pas 2-3 matchs, mais pour 3 semaines, tu les feras peut-être même plus, les séries, ou peut-être tu vas arriver au play-in par la peau des fesses. Fait que moi, c'est un peu ça. J'ai l'impression que, oui, tu veux montrer cette année à tout le monde, on est encore une bonne organisation, on va se battre pour les séries, on va rendre nos partisans fiers, mais tu ne vas pas gagner le championnat cette année. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait une dose entre on continue de bâtir, on veut gagner des matchs significatifs, on veut faire les séries, mais c'est aussi un projet sur 2, 3, 4 ans. Moi, c'est comme ça que je le vis en ce moment.
Quelques statistiques pour les gens à la maison. Il n'y a que 4 joueurs dans l'histoire de la NBA avec 5 matchs consécutifs avec au moins 30 points et au moins 5 tirs de 3 points et réussis. Curry, Harden, Lillard et maintenant Gary Trent Jr. On parlait également des joueurs qui ont joué beaucoup de minutes, évidemment, contre les Heat de Miami. Siakam, 57 dans ce match en 3e prolongation. Scottie Barnes, 56. Anunoby, 56. Gary Trent, 56 également. Ça, c'est le plus grand nombre de minutes jouées par n'importe quel joueur lors des 5 dernières saisons. Et quand on vous disait justement qu'on surtaxe le noyau des Raptors, dans les 10 derniers matchs, là, Van Vliet à 42 minutes, c'est le joueur qui a joué le plus grand nombre de minutes. Puis évidemment que ce chiffre-là a été gonflé en raison là, du match qui s'est terminé en 3e prolongation. Mais Siakam, 2e à 41 minutes. Anunoby, 3e, 39 minutes. Scottie Barnes est 5e. Gary Trent est 6e. Mais j'ai une sous-question, messieurs, concernant les Raptors. Est-ce qu'on a besoin d'aide du côté du banc ou les joueurs substituts doivent mieux jouer? On s'entend que, et je l'adore, là, mais Chris Boucher, c'est pas le Chris Boucher de l'an passé, c'est pas le Chris Boucher d'il y a 2 ans. Tu l'as dit, Mathieu, Malachi Flynn, on le fait à peu près pas jouer. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aide supplémentaire sur le banc ou c'est simplement que les joueurs substituts doivent carrément se réveiller? Et là, on doit revenir évidemment à la transaction de Kyle Lowry. On est allé chercher Precious Achiuwa, d'ailleurs, qui participera au match des étoiles dans le challenge des étoiles montantes. Mais là, et on se répète, on dirait semaine après semaine, le fait que Goran Dragic ne soit pas dans ta formation présentement, c'est ça pour moi la pièce maîtresse et c'est ça qui force Fred VanVleet à jouer autant. Et c'est certain que si Malachi Flynn se réveillait et jouait du bon basketball et regagnait la confiance de Nick Nurse, ce serait quelque chose de différent. Mais là, tu es à une blessure de potentiellement rater les matchs éliminatoires. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on a besoin d'aide sur le banc? Ou c'est que Nick Nurse, comme tu dis, Mathieu, doit faire confiance à son banc pour qu'ultimement, à un moment donné, il finisse par se réveiller? Vas-y, Max, commence. C'est pas noir et blanc. Tu sais, ta question, je pense, c'est pas tu choisis un, tu choisis l'autre. Un va avec l'autre. Si les joueurs jouent mieux, ils vont gagner la confiance. Le problème, c'est en ce moment, tu regardes le match d'hier, Precious Achiuwa a joué 19 minutes, mais il y a 4 fautes. Fait que t'es déjà en problème de faute. Fait que tu peux pas le mettre parce que tu es en problème de faute. Mais tu regardes après ça, mais le Kyle Flynn est peut-être pas au niveau où ce que les Raptors voudraient qu'il soit. C'est quand même un choix de première ronde. Moi, j'aimais l'acquisition le choix de Lano Banton. C'est un joueur canadien. Tu te dis, écoute, c'est un meneur de jeu, il est plus grand, un peu dans la mentalité Nick Nurse. Tout le monde a la même grandeur, puis on fait des permutations là, de 1 à 5. Mais lui aussi, il n'a peut-être pas été aussi efficace dans des situations où ce que Nick Nurse aurait voulu qu'il soit. Fait d'un côté tu veux pas sacrifier ton avenir parce que c'est des jeunes joueurs, mais en même temps, tu dis, comme Mathieu dit, en ce moment, c'est comme si les Raptors courent un sprint, puis on sait que c'est une saison de 82 matchs plus les séries. On est en train de surtaxer des joueurs, puis là, en ce moment, c'est beau, OK, on gagne, on a un momentum, mais qu'est-ce qui va arriver quand une blessure arrive ou quand on tombe dans une léthargie? Parce que là, qu'est-ce qui arrive si Gary Trent Jr. commence à rater ses tirs, puis au lieu d'en avoir 5 par match, les 3 points, il y en a seulement un. C'est quoi ton option B, tu sais? Donc, un va avec l'autre. C'est là que, en tant que vas-y, Matt. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais je pense que moi et Alex, on est aussi alignés sur le fait que je pense que Nick Nurse a la gâchette trop rapide des fois. Tu sais, il y a des gars qu'il va aimer pendant une semaine, là, puis il va les jouer, puis là, tout d'un coup, tu les verras plus pendant 2 semaines. Tu sais, récemment, Chris Boucher a eu des... Champagny a fait de bonnes performances. Il y a eu des matchs avec plein de rebonds offensifs, à Milwaukee notamment, super bon. Puis là, il joue 4-5 minutes par match depuis 10 jours. Puis tu es dans une séquence de 5 matchs en 7 jours. C'est le danger de surtaxer tes gars. Utilise-le Champagny 15 minutes au lieu de 5. Utilise-le Banton 12 minutes. Utilise-le Malachi Flynn. Tu n'as tellement pas donné confiance à Malachi Flynn que lui, en contrepartie, il n'en développe pas. Donc, c'est la poule ou l'œuf. On est d'accord là-dessus. Max, tu as raison. Exact. Mais j'ai l'impression que Nick Nurse, des fois, il dit « OK, non, je ne vais pas m'embarquer dans la formation rentrer Malachi Flynn ou Delano Banton en stage là, pour dire je vais accepter qu'ils vont faire des revirements, mais on va bâtir quelque chose. » Non, je vais jouer Van Vliet, c'est 42 minutes.
puis on va gagner, puis je verrai plus tard, puis on les enverra au G-League, au 905, puis ils iront se développer là-bas. Moi, j'aimerais ça que Nick Nurse lance des petits votes de confiance plus constants pour que les gars développent du rythme. Pour moi, je trouve que Nurse a la gâchette un peu trop rapide. Oui. Mais en même temps, on ne sait pas quelle pression que Nick Nurse a. Est-ce qu'il doit gagner? Est-ce qu'il doit se dire on va développer puis on va mettre un peu cette saison à l'oubliette? Il y a tellement de parité dans l'Est en ce moment que, comme je te dis, si tu es dans une bonne séquence, tu es rendu presque à te batailler pour l'avantage du terrain. Puis si tu es dans une mauvaise séquence, tu es à te batailler pour aller dans le play-in. Donc, c'est ça qui vient mettre le tout excessivement difficile. Parce que l'autre chose aussi qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est que les Raptors sont à 200, je pense, 50 000, 268 000 de la taxe, la taxe de luxe. Donc, ils sont à côté, là, côté monétaire. On joue les matchs à domicile, il n'y a pas personne. Donc, côté revenu, il n'y a pas d'argent qui rentre non plus. Est-ce qu'il y a de la pression des hauts dirigeants de faire quelque chose, de peut-être libérer de l'espace? Parce que l'année passée, on n'a pas fait beaucoup d'argent parce que, comme on sait, on n'a pas joué à la maison. Cette année, on joue à la maison, mais là, depuis un mois et demi, on joue en personne. Il y a à peu près juste la mascotte qui rentre dans la tête des joueurs des autres équipes. Devin Booker en particulier, mais il y a tout ça qui vient en compte. Et c'est sûr que, comme je le dis à chaque fois dans les moments comme ça, moi, je veux pas être dans la place de Masai Ujiri ou Bobby Webster. C'est eux qui doivent prendre les décisions, mais pour l'instant, moi, je garderais statu quo, mais c'est sûr que là, les matchs sont serrés, donc c'est peut-être un petit peu plus difficile de mettre des joueurs réservistes, mais tu peux pas continuer de la même chose. Tu peux pas continuer de la même chose. Faut que tu utilises ton banc. C'est des jeunes joueurs, Malachi Flynn, Benton, ils ont du potentiel. Là, Mikhailo qui est blessé, je pense qu'on aimait ce qui arrivait. Watanabe aussi non plus, je joue pas beaucoup. Mais ça va être difficile. Ça va être excessivement difficile. Vont être intéressantes. On va aller chercher quelque chose, il faut que tu donnes quelque chose. Puis je lance ça, on en parlait un peu. Est-ce que peut-être on serait prêt à faire un coup de choc en échangeant un joueur comme Siakam? Je lance comme ça. Je regardais un peu les rumeurs. Les Raptors, ça dit que les Raptors sont peut-être en train de le magasiniser. Bon, c'est pas là, c'est des rumeurs, on ne sait pas si c'est vrai. Est-ce que tu veux garder ton noyau? Est-ce que tu veux revenir avec un 5 partant, avec peut-être un Precious ou un Cambridge quand il revient? Tasser Siakam, mettre Trent Jr., Barnes et OG Anunoby. C'est tout ça là, qu'on est en ce moment. Là, on essaie d'être dans la tête de Masai Ujiri, mais honnêtement, c'est difficile. C'est difficile à prédire. C'est pas l'idée la plus folle dans la mesure où Siakam a beaucoup rebâti sa valeur au cours des derniers mois après beaucoup d'incertitudes et de critiques à son endroit à partir de la bulle à Orlando, suivi de la saison à Tampa, où là, beaucoup de monde se demandait, c'est-tu vraiment un gars qui mérite de faire 30 millions et plus par année, donc en tant que vedette de son équipe? C'est le joueur le mieux payé des Raptors. Puis, il n'avait pas montré qu'il était digne de ce salaire-là depuis la bulle à Orlando. Puis là, il est en train de montrer qu'il est encore un joueur de grande qualité, qui est polyvalent, qui est un meilleur passeur aussi que les gens se rappelaient. Donc, si tu es pour l'échanger, tu le fais maintenant. Ça, c'est parce que tu te dis, on ne va pas gagner un championnat avec lui, puis il y a encore une bonne valeur marchande. Mais tout dépend de ce que tu as en retour. Tu ne l'échanges pas juste pour te débarrasser de son salaire. Ça n'a aucun bon sens parce que des gars comme lui, tu l'as repêché fin de première ronde, tu l'as développé, il est parti de rien puis il est devenu un grand joueur. Il faut vraiment que tu maximises sa valeur. Mais c'est pas une idée complètement loufoque. Ça serait une onde de choc, tu as raison, mais c'est pas complètement loufoque. Donc, les Raptors de Toronto, prochain match, en fait, 2 matchs en 2 soirs. Le premier, ce sera contre les Hawks contre les Bulls de Chicago. Demain, match que tu feras, Mathieu, en compagnie de William Archambault. Et par la suite, contre les Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta qui ont été battus par les Raptors de Toronto sans Trae Young. On vous le rappelle, plus tôt cette semaine, ça se passait lundi. Donc, oui, Mathieu? Demain, c'est Phoenix-Atlanta. Puis vendredi, c'est le match des Raptors. Demain, on n'a pas la game des Raptors. Sur nos ondes. Exact. On n'a pas les droits, mais ça va être intéressant de voir justement, comme tu dis, la fin de cette séquence. 5 matchs en 7 jours. Tu ne peux pas faire plus brutal que ça dans la NBA. Exact. Ouch.
Donc, on aura la chance de voir peut-être Trae Young si il est en uniforme lors des 2 prochaines journées. On vous rappelle également qu'il y a 2 représentants des Raptors de Toronto, à tout le moins, qui sont assurés d'être dans le week-end des étoiles, Scotty Barnes et Precious Achiuwa. Rapidement, Max, tu m'as ouvert la porte tantôt. Tu as parlé de la mascotte des Raptors de Toronto et de Devin Booker. Eh bien, depuis ce moment-là, les Suns de Phoenix sont en feu. 11 victoires de suite. Devin Booker avec 30,5 points par match. C'est clairement, Max, l'équipe de l'heure dans la NBA. Ben, oui, c'est sûr. Puis je pense, je lisais, là, c'est la première fois qu'une équipe joue pour 900 dans 2 mois différents et qui sont sur une séquence de 8 victoires de suite 2 fois dans la même année. Donc, écoute, je riais un peu de Devin Booker, là, puis la mascotte des Raptors, mais je suis le premier à être surpris de la saison des Suns, même s'ils se sont rendus l'année passée ou ils se sont rendus aussi loin. Tu te dis, bon, OK, là, il y a tout eu l'effet COVID et tout ça, mais écoute, je suis excessivement content pour ce marché-là. Pour Monty Williams, là, qui est un coach là, hors norme là, avec beaucoup de classe. Là, je me souviens, c'était lui qui était venu parler aux joueurs des Bucks l'année passée lorsque les Bucks avaient battu les Suns. Mais c'est incroyable. Là, je ne sais pas si on a beaucoup de temps, mais si on rentre dans le prochain sujet qui est le MVP, je le sais, mais on parle de Embiid, on parle de Jokic, mais il y a un certain point de garde à Phoenix, là, Chris Paul, qui doit être dans la discussion aussi. Là. Je sais qu'il n'y a pas les 30 points par match et tout ça, mais l'impact qu'il y a de cette équipe-là et dans sa carrière en général, mais surtout cette année avec les Suns, doit être pris en considération là, pour le joueur le plus utile. Mathieu, on dit souvent qu'une formation doit apprendre à gagner. Est-ce que les Suns, l'année dernière, ont appris à gagner? Est-ce que c'est l'année des Suns pour toi de 1 et de 2? Qui est ton joueur le plus utile? Est-ce que c'est Booker? Est-ce que c'est Embiid? Est-ce que c'est Giannis? Ben, en ce moment, mon joueur le plus utile, c'est Embiid, parce que je trouve que ce qu'il fait depuis un mois, depuis son plus récent retour de blessure, c'est hallucinant. Puis quand tu regardes les Sixers sur papier, puis tu penses que Ben Simmons, non seulement n'est pas là, mais continue d'être une distraction pour cette équipe, le fait que Embiid soit aussi productif en si peu de minutes, là, son taux d'efficacité est hallucinant et que là, il semble rester en santé vraiment pour de longues périodes pour une rare fois dans sa carrière. Il semble rester motivé pour une rare fois dans sa carrière pendant une longue période. Moi, en ce moment, c'est lui un petit peu devant Giannis. Mais Chris Paul, je trouve que c'est bien qu'on prenne quelques minutes pour en parler. C'est hallucinant comment ce gars-là avait été discarté à la fin de son séjour à Houston. Personne ne voulait de son contrat. On pensait qu'il était fragile. On pensait qu'il était en fin de carrière. Il s'en va à OKC. Parlez-en à Lugansdor. Il a tout seul amené cette équipe-là, non seulement en série contre toute attente, mais à une seconde ou deux ou un tir près de battre les Rockets de James Harden au premier tour. Ensuite, il s'en va à Phoenix, puis on se dit, ah, OK, tant mieux pour lui, il a rebâti sa carrière, les Suns peuvent peut-être bénéficier de sa présence. Il les amène en finale, il demeure en santé. Les Suns étaient mûrs au niveau talent complémentaire avec Ayton, Booker, Johnson, Bridges et compagnie. Mais là, lui, il vient cristalliser tout ça. Et là, cette année, c'est juste hallucinant. Ils vont gagner probablement 60 matchs au moins. La constance dont on parlait Max, ils ont évité les blessures, ils ont évité la COVID pour l'instant, plus que les autres clubs. Moi, je suis impressionné à fond. Je pense effectivement que c'est eux l'équipe à battre. Je pense, bon, évidemment, les Warriors vont avoir leur mot à dire là-dedans. Peut-être les Bucks ou les Nets. Je pense que ultimement, les Suns ont tout ce qu'il faut. Des fois, tu te rends en finale, puis tu perds en finale, puis mentalement, tu es affecté, puis physiquement, ça a été une longue run, puis tu es affecté, puis l'année d'après, plus difficile. Eux autres, c'est le contraire. Ils ont pris leur expérience, ils ont pris leur déception de la finale, ils l'ont transféré à cette année. Chapeau, ils sont fantastiques en ce moment. Fiche de 41 victoires et 9 revers à leurs 50 premiers matchs pour les Suns de Phoenix. Mathieu, il reste plus que quelques secondes avant ton prochain meeting, donc on va te laisser aller. Merci encore une fois pour avoir accepté notre invitation ce matin. J'aime toujours ça, vous retrouver parler basket, les gars, puis avec le dernier droit de la... Oh, je pense qu'on l'a perdu. Merci beaucoup, les boys. Merci beaucoup, Mathieu. C'est justement mon meeting qui m'appelait. J'aime ça, vous retrouver, les gars. À bientôt. Bye. Merci salut, chef. Alex, j'ai une question pour toi. Oui. Qui serait ton MVP en ce moment?
Écoute, je Ah, la vais. curveball? Non. Non, c'est pas une curveball. Écoute, je vais aller vers un joueur que personne parle. Je vais aller avec John Morant. Honnêtement, là, on a fait le match de Memphis ensemble. Ouais. Si Memphis continue à gagner au rythme où il gagne présentement, d'après moi, moi, je pense que ça pourrait être un joueur comme John Morant. Et avec tout le respect que j'ai pour tous les joueurs du côté des Grizzlies, que ce soit Baines, que ce soit Adams, c'est la formation d'une seule personne, du joueur le plus électrisant dans la NBA cette saison. On a eu la chance justement d'en parler un peu avec Maker Guerrier. Pour moi, c'est John Morant, 30 points par match, 30,6 points par match à ses 11 dernières rencontres. Il amène une équipe que personne ne voyait nécessairement à ce niveau-là au classement. Pour moi, c'est John Morant. Écoute, ils sont troisième dans l'Ouest. Je comprends, Ouais. là, tu as numéro 1, Suns de Phoenix. Après ça, les Warriors, deuxième à 3 matchs des Suns. Les Grizzlies là, sont à 7 matchs et demi. Si les Grizzlies partent sur une séquence et réussissent à terminer deuxième, je ne sais pas, à 1, 2, 3 matchs des Suns de Phoenix et que John Morant continue à jouer au rythme où il joue présentement, pour moi, c'est mon choix parce que, on le rappelle, pour moi, c'est pas le meilleur joueur de la NBA et c'est pour la même raison pour laquelle j'aurais donné le MVP à Chris Paul avec le Thunder. Pour moi, c'est le joueur le plus utile à son équipe, pas le meilleur joueur dans la meilleure équipe. Et autant un gars comme Booker est phénoménal, autant regarder le talent autour de lui. Autant Harden peut être phénoménal, autant Kevin Durant peut être phénoménal lorsqu'il n'est pas blessé. Regardez l'équipe autour de lui. Puis regardez l'équipe autour de John Morant présentement. Et encore là, c'est rien contre personne. Mais regardez avec qui il joue. Jaren Jackson Jr., qui est exceptionnel défensivement. C'est un excellent joueur, je comprends. Mais pour moi, John Morant, c'est le seul All-Star, c'est le seul joueur étoile du côté des Grizzlies. Et c'est le joueur qui est le plus utile à son équipe. C'est pas le meilleur joueur de la NBA, je le rappelle. Même si les votes, c'est toujours le meilleur joueur de la NBA. Pour moi, c'est le plus utile. Ah, Et je vais avec John Morant. c'est là que ça. C'est là que les discussions de barbier, comme j'appelle, là, des joueurs les plus utiles. Oui, John Morant, je pense, enlève le joueur le plus utile, je pense que c'est le joueur le plus électrisant de la Ligue. Je pense que c'est une version 2.0 de Derrick Rose avec les Chicago Bulls, avec les Bulls de Chicago. Sauf que, puis moi, je regarde toujours des statistiques qui est par 100 possessions parce que tu peux comparer tout le monde sur le même Oh ouais. dénominateur. John Morant est juste plus 4. Donc, 114 points, il est capable de faire 114 points par 100 possessions, mais en accorde 110. Tu regardes toutes les autres, Jokic plus 22, Embiid plus 15, Giannis plus 16, puis Chris Paul plus 19. Donc, la seule chose que je te dirais contre John Morant, c'est peut-être ça. C'est que oui, il y a un impact côté offensif parce que c'est ça qu'on se rappelle. C'est gros à alley-oop, la transition. C'est sûr que si tu l'enlèves son équipe, je pense pas que Memphis va nulle part. Mais tu peux dire ça pour tous les joueurs que je viens de te nommer non plus. Giannis à Milwaukee, sans Giannis, ils ne sont pas là. Ouais, tu restes Chris avec Paul, je Holiday, pense tu pas qu'ils restes sont avec là non Middleton. plus. Ouais. Ah non, mais Mais ils c'est sont pas aussi hauts. un peu la même chose. C'est ça. C'est le joueur le plus utile, il faut qu'il soit utile, oui, mais des deux côtés. Je pense qu'il faut que tu aies un impact du côté de l'attaque, c'est sûr, mais il faut que tu aies un impact aussi du côté défensif. Si tu finis seulement en Ouais. plus 4, tu es dans la bonne colonne, mais tu n'as pas un aussi gros impact qu'un joueur qui joue le même nombre de minutes, mais qui est à plus 19 ou plus 15 ou plus 22. Donc, c'est là que je rentre peut-être John Morant dans la conversation des 10 peut-être candidats au choix du joueur les plus utiles, mais je ne le mets pas dans mon top 3, ça, c'est sûr. Ouais. En même temps, John Morant a tellement de pression pour marquer à l'attaque. À un moment donné, on ne peut pas jouer à 110% à l'attaque et en défense aussi. Puis regarde les joueurs qui sont autour de lui. Je comprends que son impact défensif peut-être n'est pas au même niveau, évidemment, qu'un Giannis, par exemple. Mais il y a tellement de pression pour lui de marquer que je peux comprendre pourquoi dans certains autres aspects de son jeu, ça va un peu moins bien, quoique je n'ai pas ses statistiques pour son efficacité individuelle en défense pour John Morant. Mais on peut regarder ça, évidemment.
parlant justement du match qu'on a fait, Max, entre les Grizzlies et le Jazz, on s'en est parlé durant ce match-là. Il y a un joueur comme Joe Ingles. Un joueur qui avait été Paul Joe. nomination pour le joueur, pour le meilleur 6e homme avec Jordan Clarkson. Et là, cette année. L'année passée, ça. Comme on dit. Oui, c'est ça, exact. Mais cette année, la chaîne a débarqué. On s'entend. C'était vraiment plus le même joueur d'une part. Et là, Joe Ingles a subi une blessure sérieuse à un genou, déchirure, encore une fois, un autre joueur victime de cette blessure-là, déchirure du ligament croisé antérieur, il va rater évidemment le reste de la saison. Et là, encore une fois, ça complique les choses pour le Jazz. Le Jazz, chaque année, on se dit, le Jazz a une chance, si on peut réussir à partir sur une belle séquence en match éliminatoire, on a tous les morceaux pour gagner. On a Donovan Mitchell, on a Rudy Gobert, même si Gobert, ça a été plus difficile contre les Clippers l'an dernier en série. Chaque année, on se dit, c'est une équipe qui a une chance. Et là, mine de rien, tu viens de perdre un très gros morceau. Et non seulement tu viens de perdre un gros morceau, ce sera difficile d'aller chercher qui que ce soit à la date butoir des transactions. On ne peut pas échanger un choix de première ronde, le Jazz, avant 2026. Et là, qui tu échanges pour aller chercher un gars qui va être dans ta rotation? Et ça va rendre vraiment la date butoir des transactions, qui est dans 8 jours, excessivement intéressante du côté du Jazz, Max. Tu sais, l'expression « le ciel te tombe sur la tête », c'est exactement ce qui arrive à Utah parce que Donovan Mitchell s'est blessé, l'équipe joue pas bien, Rudy Gobert se blesse en même temps, l'équipe joue excessivement mal. Puis là, bon, tu te dis, OK, on peut limiter les dégâts, entre guillemets. On est encore dans le top 4. Oui, ils sont encore 4e, serrés avec mes Mavericks, mais tu regardes, là, ils sont sur une séquence de 5 matchs, 5 défaites de suite. À leurs 10 derniers matchs, ils ont 2 victoires, 8 défaites. Puis, on l'a vu contre Memphis, le match qu'on a fait. Il manquait quelque chose. Il manquait de talent sur le terrain. Là. Quand les joueurs, ils tentent beaucoup de 3 points, mais tu as besoin d'un Donovan Mitchell, puis tu avais besoin d'un Rudy Gobert pour contrôler la clé en défense, parce que Memphis ont fait des points dans la clé là, à profusion. C'est la meilleure équipe. C'est leur trademark là, de ce côté-là, c'est sûr. Mais je veux dire, il n'y avait pas personne vraiment pour protéger. Puis c'est allé chercher un Hassan Whiteside, mais pas pour jouer 40 minutes, parce que Hassan Whiteside, en 10 minutes, il va pogner 10 fautes, là, juste pour te dire. Il y a toujours un problème de faute. Là, en ce moment, qu'est-ce qui vient de shaker le marché des échanges, c'est que Joe Ingles vient de se blesser, parce que le Jazz était dans une position où est-ce qu'il pouvait peut-être échanger un Joe Ingles, parce que pour aller gagner maintenant, parce que comme tu dis, on a un peu oublié les choix de première ronde, puis le développement, puis tout ça, puis on veut y aller all-in avec ce qu'on a. Je pense que en santé, le Jazz est une excellente équipe. Mais le problème, c'est un peu comme les Bucks dans le temps, où tout ça, c'était une bonne équipe de saison régulière. Tu arrivais en série dans une série 4-7, et l'autre équipe disait, on va essayer d'enlever Rudy Gobert de l'équation en étant plus petit, un peu comme les Clippers ont fait c'est l'année passée ou il y a 2 ans, je me souviens plus. Je pense que c'était l'année passée. Oui, l'année passée. Tu sors Gobert de la clé. Puis... Tu sors Gobert du match, tu sors de la clé, tu sors du match, et tu forces Quinn Snyder à dire, là, je peux pas mettre Gobert parce que côté défensif, il est plus vraiment en train de contrôler la clé. Il est en train de courir alentour des joueurs, tir de 3 points, de la ligne de 3 points, tout ça. Donc c'est excessivement difficile, mais le Jazz, qu'est-ce que tu peux faire en ce moment? Est-ce que tu peux plus échanger Ingles parce que sa carrière je veux pas dire que sa carrière est terminée, mais il est en fin de carrière, une blessure, ligament croisé antérieur, tu as besoin d'au moins presque 1 an pour revenir de cette chirurgie-là. Est-ce que tu peux pas faire une vente de feu non plus, je pense, parce que tu veux essayer de te dire quand Mitchell va revenir, quand Gobert va revenir, on va être simili compétitif. Mais ça revient un peu avec les Raptors, c'est que tu peux pas
pour aller chercher quelque chose, il faut que tu vends quelque chose. Puis en ce moment, dans le magasin, la vitrine de Jazz, peut-être un Bojan Bogdanovic, je Mais en pense. même temps, tu en as Mais besoin, c'est ça qui est c'est ça, tu en as difficile. besoin. Tu sais, Jordan Clarkson, tu peux pas l'échanger. C'est le meilleur sixième homme de la ligue, où il est toujours dans le top 3 dans cette catégorie-là. Fait que c'est c'est Tu fais excessivement avec. difficile pour cette équipe-là. C'est malheureux, on dirait. Il y a comme un curse avec l'équipe du Jazz. Tu sais, dans le temps, c'était Michael Jackson. Michael Jordan qui était qui les battait tout le temps quand tu avais à peu près un des meilleurs duos en Stockton puis Malone. Là, tu vois, les dernières années, ben, on s'est construit une bonne équipe. On a des joueurs. Donovan Mitchell, c'est un super bon joueur de l'Université de Louisville qu'on a drafté, qu'on a repêché, qu'on a développé. Rudy Gobert, même chose. Mais tu as besoin de tous les ingrédients pour jusqu'à la fin. Puis tu as besoin, à la fin, là, dans ces ingrédients-là, pour gagner un championnat, t'as un peu besoin de chance, donc c'est ça que le Jazz n'ont pas en ce moment. Et là, c'est juste de savoir quand est-ce que ces joueurs-là vont revenir, Ouais, parce que là, on est en pente glissante. Là. Tu regardes tu regardes le top 6 dans l'Est, tout le monde joue dans leurs 10 derniers matchs. Là, la pire équipe, c'est Memphis à 16 victoires, 4 défaites. À part le Jazz qui est à 2 et 8. Fait que tout le monde est sur une pente montante. Tout le monde a eu des joueurs qui ont eu la COVID. Là, tout le monde est en train de revenir. Tout le monde est en santé, entre guillemets. Mais c'est le Jazz ouais. qui est en pic, là, en descente. Là. Écoute, losange noir, là, 2 losanges noirs, là, parce que ça descend puis c'est abrupt. Donc, ça va être difficile pour eux. Ah, Excessivement j'adore ça. difficile. Puis c'est un peu. C'est un peu dommage parce que, comme je te dis, c'est une équipe que je voyais quand même assez loin cette année en santé, mais une saison, c'est 82 matchs, donc tout peut arriver, surtout dans une saison comme celle-ci cette année. Et là, ben, Ouais, Joe Ingles a décidé de se blesser. Pas que l'a décidé, là, mais je sais pas si tu as vu les ouais, c'est séquences, c'était blessé. pas beau à voir non plus. Non, Mais il s'est non, non. blessé au mauvais Les moment parce Timberwolves. que c'était peut-être la carte que Danny Ainge, puis je me souviens plus son acolyte, là, parce que Danny Ainge est rendu Ouais. avec eux maintenant, pouvait échanger, pouvait moyenner un peu pour aller essayer de s'améliorer pour faire le dernier stretch des séries, mais ça arrivera pas. Donc j'ai bien hâte dans 8 jours à voir quand on va avoir notre émission spéciale, à savoir qu'est-ce qui va arriver de ce côté-là, mais je m'attends pas à ce que le Jazz bouge beaucoup, Alex. Ouais. Justin Zanuck, qui est le directeur général. Tu parles de double Zanuck, c'est ça. losange. Il y a une autre formation ça commence à être le double losange. Je ne suis pas skieur. Je ne sais pas s'il y a un triple losange, là, mais les Ah, Lakers, je sais pas présentement non aussi, plus. là, honnêtement, les Eh boy, Lakers oui. aussi sont pas très bien. 9e pour les Lakers. La bonne nouvelle, c'est qu'on est encore 5 matchs devant les Pelicans qui sont 11e, là. Mais on pourrait encore une fois assister à un scénario où les Lakers doivent participer au match de barrage pour accéder aux séries éliminatoires. Vous me direz que la saison est encore bien jeune, je comprends. Mais les Lakers, eux, ne le sont pas tellement. J'ai hâte de voir comment on va terminer cette saison-là. Parlant des Lakers, il faut qu'on parle de LeBron James, encore une fois, 18e participation au match des étoiles. Les Ouais, formations partantes qui ont été dévoilées la semaine dernière. La semaine dernière. la semaine Donc, du passée. côté de l'Est, la semaine passée, honnêtement, avec la COVID, qu'est-ce qui est la semaine passée? Qu'est-ce qui est là 2 semaines? Qu'est-ce qui est là 2 jours? Ça se mélange régulièrement dans ma tête. On me pardonne, Donc, c'est du côté correct. de l'Est, du côté de l'Est, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Trae Young, DeMar DeRozan, du côté des Bulls de Chicago. Et dans l'Ouest, LeBron James, Jokic, Wiggins, Curry et John Morant. Et là, lorsqu'on a entendu le nom de Andrew Wiggins, on s'est demandé comment il s'est ramassé là. En sens que c'est un bon Ben, joueur, c'est connaît une facile. bonne saison. Vas-y, vas-y. C'est facile. C'est la méthodologie qu'on veut impliquer les fans à tout prix dans la NBA, puis qu'on leur laisse voter. Puis c'est sûr que Ouais, je pense l'équipe la plus populaire, ou une des équipes les plus populaires dans la ligue, c'est les Warriors de Golden State. Et les joueurs les partisans ont voté pour eux. Tu sais, c'est sûr que
Ça me fait penser à un certain John Scott dans la Ligue nationale, à un moment donné, qui avait été voté au match des étoiles. On n'est pas rendu là. Wiggins, c'est quand même un top joueur, mais si tu regardes dans son équipe, là, en santé, là, Wiggins, c'est ma troisième option dans les Warriors, après Curry puis après Klay Thompson. Donc, quand on a vu les listes, c'est sûr que on s'est dit, bon, écoute, félicitations, joueur canadien, parfait, c'est une belle histoire, mais on peut mettre un astérix à côté en disant que c'est peut-être pas lui qui aurait dû être là sur le 5 partant. Mais tu parles de fans. Ce qui s'est produit, pour les gens à la maison, peut-être qui ne sont pas au courant et qui ne sont pas nécessairement des amateurs de musique coréenne, donc de musique coréenne populaire, donc du K-pop. Il y a un chanteur qui s'appelle Bam Bam. Et lui, il a demandé aux gens de voter Andrew Wiggins et ses amateurs ont décidé de le faire. Les gens qui aimaient Bam Bam ont décidé d'aller voter pour Andrew Wiggins et ça a aidé Wiggins à se rendre jusqu'au match des étoiles en guise de partant. Et comme tu dis, je ne suis pas en train de dire que Wiggins ne le mérite pas, connaît une très bonne saison. Je suis heureux de le voir là, de connaître une bonne saison enfin pour un joueur qui vient du Canada ici. Il y a eu tellement de pression depuis. Je suis très, très content de le voir là, mais c'est un peu comme John Scott. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas comme John Scott parce que John Scott ne méritait pas d'être là alors que Wiggins, lui, a une bonne saison. Mais peut-être pas est-ce qu'il mérite d'être là, Alex? Est-ce qu'il mérite d'être là? Ça, c'est la question. Il n'y a même pas 20 points par match. Mais est-ce qu'il mérite d'être là comme partant? Non. Il mérite d'être au match mais des même étoiles. Dans les joueurs réservistes? Ouais. Peut-être pas, mais en fait... la question, là. Sauf que ce que je suis en train de dire, c'est John Scott ne méritait pas d'être là comme réserviste, comme joueur partant, comme rien pantoute, alors que Wiggins a quand même une bonne saison. On doit lui donner ça. Est-ce qu'il le méritait? Peut-être pas, mais reste qu'il est là. On a décidé de faire voter les partisans. Est-ce que ça ouvre la porte justement pour des trucs comme on a vu avec John Scott dans la LNH? Peut-être. En même temps, là, si on reste dans la LNH à Montréal, on a voté pour Mike Commissariat lorsque le match des étoiles était à Montréal. Non, mais c'est ça. Tu veux impliquer les partisans, tu dois faire avec. Mais c'est un terrain glissant, puis c'est ça qui peut arriver. Là, écoute, c'est pas de la trême à des joueurs de soutien et tout ça. Tu n'aurais pas un Steven Adams ou quoi que ce soit. Rien contre Steven Adams, mais des joueurs qui font 2 points par match. Mais la question se pose, est-ce que Wiggins mérite sa place? On oublie sur le 5 partant. Comme joueur dans l'Ouest, dans la conférence de l'Ouest, si tu ne vas pas avec la fameuse méthode, on va prendre un joueur par équipe là, parce qu'il faut que tout le monde soit représenté. Mais écoute, la question se pose. Puis moi, honnêtement, j'ai pas fait ma liste, là, puis je sais qu'il y en a beaucoup qui nous l'ont demandé. Qui vont être les joueurs réservistes, tout ça, mais je ne sais même pas si je l'aurais mis dans ma liste des joueurs réservistes. Je suis pas sûr. Je suis pas certain. Chose certaine, il est là. Félicitations pour lui. Il est là et merci au K-pop. Et je ne sais pas si Wiggins va faire un featuring sur une des chansons de Bam Bam. C'est pas mon genre de musique. J'écoute pas ça, mais écoute, ça l'a permis de se rendre au match des étoiles. Ouais, et parlant du match des étoiles, on peut vous annoncer qu'on ne présentera pas le match des étoiles à RDS en raison des droits de diffusion tout simplement, mais on sera là sur rds.ca ainsi que sur RDS Direct pour le concours d'habilité. Donc, exactement. Donc, pour les tirs de 3 points, le parcours ainsi que le concours de dunk. Je serai en compagnie de Peter Yanopoulos. Donc, sur RDS Direct, rds.ca, parce que toutes nos autres antennes sont occupées avec les Jeux olympiques. Donc, c'est pas parce qu'on voulait pas présenter cette compétition-là. C'est simplement parce qu'à un moment donné, on peut pas avoir un RDS 8. Donc, it is what it is, comme on dit. Mais pour ce concours de dunk... Exact. RDS The Ocho. Mais ce fameux concours de dunk va mettre aux prises Jalen Green, Cole Anthony, Obi Toppin, sa deuxième participation, et Juan Toscano Anderson. Et moi, j'ai hâte de voir. Écoute, tu connais mon opinion. Pour moi, il n'y a aucun des 4 qui devrait être là. Moi, je veux voir 4 All-Stars. Je veux voir LeBron, peut-être pas à 37 ans, là, je comprends. Là. Et moi, je veux voir 4 All-Stars. Quoi que tu serais capable, je suis sûr, mais... Ouais.
Ah, c'est sûr. C'est toujours, je pense que c'est toujours je pense que c'est le samedi soir, là, tu as les compétitions. Tu sais, je pense que tu as deux compétitions. Là. Le reste, là, les big men contre les guards, le parcours, tout ça, tu sais, c'est bien le fun, mais le monde regarde deux choses. Il regarde les tirs de 3 points, le concours des 3 points, puis il regarde le concours de dunk. C'est pour ça que c'est les deux dernières épreuves. C'est ça que le monde va regarder. Ouais. Et année après année, c'est toujours la même discussion. Toujours la même discussion avec moi. C'est qu'est-ce qu'on fait pour un concours de dunk? Bon, Ouais. est-ce que tu veux envoyer 4 joueurs étoiles qui sont peut-être pas les plus athlétiques, qui vont te faire des dunks des années 1990, il n'y aura rien de spectaculaire? Bof, non. Moi, je vais avoir un spectacle. Je veux pas qu'il y ait un Ouais. gars à la Chris Anderson qui essaye 25 dunks et qui est pas capable de le faire puis ça prend une éternité. Ouais. Puis en même temps, ben, ça me dérange pas que ça soit entre guillemets des nobody, là, même si Cole Anthony, Obi Toppin, c'est tous des joueurs de la NBA que je les connais. Euh, Jalen Green aussi, là, c'est un nouveau joueur. Je pense que mon Ouais. choix irait avec lui au départ, mais tu sais, même Cole Anthony, je m'entends que c'est pas le plus grand, tout ça. Fait que des fois, c'est un peu plus impressionnant de, tu sais, à la spot web, Nate Robinson, de voir des plus petits joueurs. Mais moi, je pense qu'en tant que partisan du basket, moi, je vais avoir un spectacle. J'ai pas besoin d'avoir les grandes affiches. On sait que LeBron n'ira pas. Écoute, ça fait 18 ans qu'il est dans la ligue, ça fait 18 ans qu'il va au match des étoiles, Ouais. ça fait 18 ans qu'il n'est pas allé au concours de dunk. Fait que moi, ça me Mais je dérange pas. pense que tu as un entre-deux. Je pense que Ben, tu as un non, tu entre-deux. as besoin d'un spectacle. T'as besoin, tu veux te rappeler de ça. Comme tu veux te rappeler, là, tu vas me dire, bon, mais Vince Carter, c'était un joueur étoile, mais tout le monde se rappelle des dunks à Vince Carter. Zach Pourquoi? Levine, Parce que Aaron c'était Gordon, quelque chose c'est qu'on n'avait ça que je veux jamais dire. vu. Ouais. Zach Levine, Aaron Gordon à Toronto, d'après moi, c'était le meilleur dunk contest. Ouais, c'est ça, l'épreuve de dunk, parce que, OK, on s'en fout des jurys et tout ça, mais ils ont eu leur dunk. C'était un coup, c'était spectaculaire. C'était des choses qu'on n'avait pas vues. Aaron Gordon a utilisé la mascotte qui était qui pivotait. Écoute, c'était un spectacle, c'était le fun. C'est ça qu'on veut voir. Ouais. C'est ça que les, les, Ouais. les, les fans payent pour aller voir. C'est ça que le monde s'accroche devant la télé pour aller voir. Puis malheureusement, plus souvent qu'autrement, on est déçu de cette soirée-là, de ce concours de dunk-là, mais j'ai pas besoin, moi, dans ma tête, j'ai pas besoin de voir les joueurs super vedettes. J'ai besoin d'avoir un bon spectacle. Mais, Les joueurs se préparent, puis sont capables de réussir le dunk, puis ils se disent pas, OK, ouais, c'est je vais vrai. essayer de faire ça un samedi quand Ouais. je l'ai pas vraiment eu, puis je vais essayer d'être super spectaculaire, la grosse mise en scène, puis t'es pas capable de réussir ton dunk. Moi, C'est j'ai ça. besoin de quelque chose que, comme Shaq il dit, ou je pense que c'est Charles, c'est si tu l'as la première fois, tu as une note plus haute que si tu le réussis la deuxième ou la Ouais, je suis troisième fois. d'accord avec toi. Très d'accord avec toi. Et tu sais, Good. chaque année, on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. On a eu des super belles années. On a eu des années où, justement, ça prenait 2, 3, 4 fois avant que le joueur fasse son dunk. J'aurais aimé, puisqu'on en parlait plus tôt, j'aurais aimé personnellement voir un gars comme John Morant participer au concours de dunk. Ah C'est le oui. gars qui n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux, il n'a peur de rien, dunk sur tout le monde. Une impulsion phénoménale, on l'a vu sur son bloc, complètement fou, alors que sa tête est arrivée au milieu du panneau. Je suis d'accord avec toi, ça prend un spectacle, mais c'est comme aller voir un concert. Même si la première partie, c'est peut-être quelqu'un que tu connais pas, peut-être que ça va être super bon. Tu vas triper sur la première partie, mais ce que tu veux voir, c'est le groupe vedette, c'est le chanteur vedette. Et pour moi, Oui, c'est un peu ça. Mais mais je suis d'accord avec toi. Je préfère avoir un bon spectacle de jeunes joueurs. Écoute, là, on s'entend, là, ça va être excellent. J'ai vraiment hâte de voir cette soirée-là. Green, Anthony, Toppin et Anderson, je suis certain que ça va être bon. J'espère que vous serez au rendez-vous également. Tout ce que je dis, c'est que pour moi, ce serait encore plus phénoménal si c'était des joueurs vedettes. Mais je suis d'accord, je préfère voir des jeunes joueurs comme ça que des joueurs vedettes qui ratent 4 dunks ou voir un spectacle qui n'est pas super spectaculaire. Ça, on est d'accord, Max. oui, puis en même temps, ta première partie, c'est le samedi. C'est tous ces Ouais, concours d'habiter-là. c'est vrai. Le show, le Raison. gros show, c'est le dimanche. Donc, c'est les joueurs vedettes, là. Et puis écoute, sans avoir des dunks entre les jambes, puis des flips et tout Ouais. ça,
il y a eu des gros moments là, dans les matchs étoiles. Là. Je me souviens du bounce pass à Curry par Antetokounmpo, Vince Carter qui l'avait lancé sur le backboard pour la dunker dans le match. Il y a des choses spectaculaires qui arrivent dans le match des étoiles. Ça, c'est la pièce de le main-d'œuvre, le main meal, le course meal, c'est ça que tu manges. Ouais. Voici, c'est ça que tu regardes. Tes joueurs étoiles sont là. La pièce de résistance. La pièce de résistance. Ton entrée, c'est le samedi avant. Puis même avant, il y a d'autres compétitions, là, des petits hors-d'œuvre le vendredi, tout ça, là, des matchs de célébrité et tout ça. Mais écoute, ça va être le fun. Je vais le regarder, c'est sûr. Je vais le contester s'il n'est pas bon, mais à la fin, moi, je suis un partisan dans ce week-end-là. Puis je vais être. Je veux me rappeler, comme je me rappelle du Dunk Contest en 2000 à Oakland avec LeBron, avec Vince Carter, Tracy McGrady, comme je me rappelle de celui-là à Toronto entre Zach LaVine et Aaron Gordon. Parce que c'était un spectacle. Max Boudreau, ça passe très vite. 7 heures presque est passé très vite. On va remercier évidemment Mathieu Jolivet pour sa présence ce matin. On vous rappelle que le prochain rendez-vous sur les ondes de RDS, ce sera demain. Alors, demain, jeudi le 3 février, alors que les Suns de Phoenix vont jouer contre les Hawks d'Atlanta. Mathieu Jolivet sera la personne qui va l'écrire avec William Archambault et j'y serai le lendemain pour le match entre les Hawks et les Raptors de Toronto pour notre part. Prochain rendez-vous, exceptionnellement, dans 8 jours, le 10 février, à compter de 15 heures pour la date butoir des transactions de la NBA. On vous prépare une édition spéciale en direct de la page Facebook de RDS. Ce sera présenté également sur le rds.ca. Et Max, je me souviens de la dernière date butoir des transactions. Ça avait été phénoménal. Tellement de transactions vers midi. Là, je pense qu'en l'intérieur de 30 minutes, il y a eu tellement de transactions. Ça tournait de tous bords, tous côtés. Et on a vraiment eu une belle émission là, sur le Facebook Live qu'on a eu la chance de faire l'année dernière. Et c'est pour ça qu'on reprend cette même formule cette année. Les directeurs généraux de la NBA, là, ils ont le sens du spectacle, si je pourrais dire, mais ils n'ont pas peur d'échanger leurs joueurs, faire des échanges à 3, des échanges à 4. Il n'y a pas grand sport que tu vois ce type d'échange-là. Donc oui, on va être sur nos téléphones en même temps de faire le Facebook Live en essayant de rafraîchir notre fil Twitter pour être sûr d'avoir capturé tous les échanges, mais on va être là avec vous. Puis, est-ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que les Raptors vont faire quelque chose? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des gros joueurs qui vont déménager? Est-ce que Ben Simmons va être échangé? Écoute, on n'en a pas parlé et je lisais hier ESPN, on fait un article complet sur Ben Simmons, mais ça va pas bien dans la vie à Ben en ce moment. Surtout que les Sixers gagnent sans lui. Écoute, il est en train de se cacher pour aller s'entraîner dans des gyms dans les alentours de la ville de Philadelphie pour pas que personne le voie. Puis là, finalement, il y a des gens qui l'ont vu. Je pense qu'il était à l'Université Saint-Jose. Il est allé jouer des matchs pick-up, des matchs scrimmage avec des anciens joueurs, Dion Waiters, qui est, je pense, un de tes joueurs préférés. Non, mais c'est un joueur qu'on suivait toujours. Qu'est-ce qu'il avait fait dans l'avion avec les bonbons, ces fameux jujubes. Mais je veux dire, quelle saga, là, on n'en parle presque plus en termes que les Sixers gagnent, fait que personne n'a besoin, personne pense à lui. Encore une fois, Daryl Morey, il y a 2 semaines, sur une émission de radio, on disait clairement qu'il voulait l'échanger, je pense, avec Sacramento. Là, les dernières rumeurs, Sacramento sont plus dans la course. Écoute, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Là. Les dates butoirs des transactions dans la NBA, il se passe toujours quelque chose. Habituellement, c'est comme si tu as les 30 directeurs généraux qui se regardent, qui attendent que quelqu'un fasse le premier move, puis là, après ça dégringole. Donc, écoute, il y a eu quelques échanges déjà, là, un peu mineurs. Là, je pense à Cam Reddish et tout ça, entre les Hawks et les Knicks. C'est pas des grosses transactions blockbuster comme on appelle. Mais je mettrais ma main au feu qu'il y a quelque chose qui va arriver, c'est sûr, à partir de midi, puis après ça va débouler. Mais t'imagines, les Sixers gagnent sans Ben Simmons. Ils ont réussi à échanger Ben Simmons contre une pièce ou des pièces qui peuvent t'aider
là, soudainement, déjà que les Sixers seront surveillés, si on réussit à échanger Simmons contre des joueurs qui peuvent t'aider pour le reste du chemin en saison et en séries éliminatoires, bien hâte de voir ce qui va se passer du côté de Philadelphie. Ouais. Max, merci encore une fois pour ton temps ce matin. À suivre, effectivement. Prochain rendez-vous, on vous le rappelle, sur la page Facebook de RDS ainsi que sur le rds.ca à compter de 15h jeudi prochain, 10 février, pour la date butoir des transactions. Et la semaine suivante, donc le mercredi suivant, on sera de retour pour une autre édition du balado du Centre-Ville. Donc, on se revoit dans 8 jours, le 10 février, pour la date butoir des transactions. Encore une fois, merci beaucoup à Max, merci beaucoup à tous d'être aussi nombreux à l'écoute. Salut.